Vous pensez que son inéligibilité peut être, ou la validité de sa candidature peut être un préalable aux futures élections? Ça Claverroula. Ça va être, encore une fois, le débat, le feuilleton qui va attirer toute attention. Oui, mais ce qu'il faut relever, au-delà de ce que Franck Etienne a souligné tout à l'heure, c'est que il faut noter la volonté de ses partisans, des militants du PPACI, à le soutenir face à sa volonté de rester encore sur la scène politique et au-delà de se présenter candidat pour les élections. C'est-à-dire, il ne faut pas le lâcher parce que c'est avec lui qu'il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés depuis l'opposition jusqu'à son arrestation, son transfert à la CPI, son retour. C'est avec lui, ils sont restés avec lui tout ce temps. Donc ce leader-là, il ne faut pas le lâcher et surtout qu'avec lui, il y a beaucoup de défis qui sont relevés. Et aujourd'hui, quand il décide d'être candidat, il faut le porter à bout de bras. Donc moi, voilà le premier aspect que je vois. Deuxième aspect, à travers sa candidature, c'est aussi la pression qu'il faut mettre. Et il faut mettre sur ceux qui sont les autorités compétentes aujourd'hui, qui sont chargés de solder le contentieux. Parce que là, il y a une sorte d'injustice. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a été rayé de la liste électorale? Parce qu'il a été condamné. Il a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans. Mais ceux qui sont solidaires avec lui dans cette condamnation, ces deux ministres, à savoir Kone Katina, Désiré Dallo et son premier ministre Akeumbo à l'époque, ont été amnistiés. Et pourquoi pas lui? Pourquoi pas Laurent Gbagbo? Et c'est là que se pose le problème politique. Et c'est ce problème politique-là que le PPACI aujourd'hui veut poser sur la table. Et ce problème politique a été discuté à la phase 5 du dialogue direct sous Patrick Kachi. Voilà, et donc c'est dans cette dynamique que s'inscrit aujourd'hui le PPACI, la solution politique qui a profité, comme l'a dit tout à l'heure Franck Etienne, qui a profité au président Alassane Ouattara à l'époque quand il était dans l'opposition. Mais justement, pour rester dans la même veine, au niveau de l'État, est-ce qu'on peut envisager une clémence à l'issue soit d'une bataille judiciaire, soit d'un dialogue politique pour le cas Laurent Gbagbo, précisément? Je pense que quand on regarde le passé récent des compétitions électorales en Côte d'Ivoire, on se rend compte que depuis 2015 au moins, le président Alassane Ouattara n'est jamais allé à, je dirais, une compétition électorale avec ce qu'on peut considérer comme des acteurs politiques de son poids. Et quand je parle des acteurs politiques de son poids, je fais allusion à Laurent Gbagbo, je fais allusion au président Bédié, même si en 2020, sa candidature avait été validée, que finalement il avait boycotté. Et je pense que quelque part aussi, c'est l'une de ses recettes de sa réussite politique. Le fait qu'il domine et règne sur le jeu politique. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo peut être potentiellement un contrepoids qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Étant donné qu'il y a toujours, quelle que soit, je dirais, la force de votre bilan, il y a toujours, je dirais, des angles morts qui peuvent être utilisés, exploités par l'opposition, bien sûr, pour le rejeter en bloc. Finalement, on se rend compte que le PPACI, je dirais, est prisonnière du rapport de force dans lequel s'inscrit le jeu politique, au moins depuis 2010. Et nous sommes dans un contexte où, au nom du rapport de force, il y a l'obligation pour ce parti de présenter en face du parti au pouvoir, qui est dirigé par la figure titulaire d'Alassane Ouattara, une autre personnalité politique de sa trempe. Et au sein de ce parti politique, les dernières élections ont démontré par les résultats que ce qu'on pouvait appeler la jeune garde qui pouvait porter l'espoir de la succession à la figure tutélaire que Laurent Gbagbo n'a pas été à la hauteur par ces résultats. Quand vous prenez tous les profils, là où ils ont été alignés, que ce soit dans les élections régionales comme dans les élections municipales, mais même si le PPACI contexte les conditions de leur défaite, il est clair que finalement, quand on regarde les résultats, il n'y a pas d'alternative à, je dirais, à la domination politique de Laurent Gbagbo. Et donc finalement, il se retrouve donc dans ce choix dicté par les contingences politiques qui leur font obligation non seulement d'aligner quelqu'un en face du parti au pouvoir
qui continue de maintenir dans l'espace politique son leader principal, parce que si, jusqu'en 2024, le RHDP n'a pas déclaré un nouveau candidat, indirectement, ça signifie qu'ils ont déjà un candidat qui est l'ancien candidat. Donc, il faut en face que le PPACI également aligne un candidat de sa trempe, d'autant plus que, pour ne pas revenir sur les mêmes mots, en face, les dernières élections ont démontré qu'il n'y a pas d'alternative véritable. On a bien compris. Là, ce n'est pas que vous s'était réagi. Moi, chaque fois, j'entends dire que bon, le président Alassane Ouattara a bénéficié de la mansuétude du président Laurent Gbagbo au moment où il était au pouvoir. Mais moi, je suis très réservé sur cette manière de voir les choses. Parce que je pense que en politique, c'est toujours le rapport de force qui gouverne. Et Laurent Gbagbo n'a pas souvent eu... Le rapport de force n'a pas souvent été en faveur du président Laurent Gbagbo. Vous avez vu, on ne va pas faire de l'histoire, mais les conditions ubuesques dans lesquelles il était venu au pouvoir en 2000, vous avez vu que c'était moins par sa popularité que par la faiblesse de l'adversaire. Donc, la légitimité a toujours été questionnable en ce qui concerne Laurent Gbagbo. Donc, le rapport de force n'est pas en sa faveur, n'était pas en sa faveur, qui l'a contraint à paraffer des documents qu'il n'aurait jamais paraffé s'il était en situation, en position de force. Mais nous ne sommes pas dans la même configuration aujourd'hui. Le rapport de force, malgré quelques positionnements se gargariser, oui, mais le rapport de force n'est pas du tout en faveur du PPACI aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il n'a eu que 2 sièges dans une élection sur 201 communes, par exemple. Donc ça montre la faiblesse de la situation. Mais n'empêche, Laurent Gbagbo est dans ses droits, à mon avis, de se porter candidat. Quoique, nous attendons que les instances judiciaires, notamment le Conseil constitutionnel... Ma question, vous pensez à une clémence, vous pensez dans ce rapport de force que finalement sa candidature soit actée, validée? On peut y croire ou pas? Il peut avoir de la clémence, mais tout dépendra du PPACI lui-même. Si le PPACI continue de se bomber le torse comme je le constate, si le PPACI continue de faire le dos rond comme je le vois, je ne pense pas qu'ils pourront avoir gain de cause. En revanche, s'ils ont une posture mesurée, qu'ils se mettent dans une position de dialogue permanent, comme on l'avait fait au temps du Premier ministre Patrick Kachi, s'ils sont inscrits dans cette logique, à mon avis, ils devaient bénéficier de la mansuétude du régime ivoirien. Mais s'ils restent dans la position belliqueuse de belligérance permanente dans laquelle elles se trouvent, je crains que les dés soient déjà jetés. Exactement. Et ce que dit Bakayoko, c'est exactement ce que pensent effectivement beaucoup d'observateurs. Mais moi, je ne parlerai pas de mansuétude, plutôt de rapport de force, comme il a dit. C'est-à-dire que, voyons la convention du PPACI comme le début vraiment d'une action forte démocratiquement, qui n'est pas forcément, qui ne se limitera pas forcément aux muscles, mais au niveau de la force de l'argumentation et, comme j'ai dit, pour que toutes les caméras du monde soient braquées sur lui, pour que Laurent Gbagbo, par exemple, puisse dire aux yeux du monde, écoutez, je suis reconnu dans mon pays comme ancien chef d'État, je bénéficie de tout ce qui va avec, mais je ne suis pas reconnu comme citoyen pouvant voter. Au moins, ça attire l'attention des gens. Et je me dis que ce sera aussi au bénéfice du président Ouattara, et parce qu'il fait déjà beaucoup de bonnes choses, ce sera à son bénéfice de passer la main, de passer l'éponge. Je veux dire, de passer l'éponge, de faire en sorte, et comme Bangali l'a dit, de faire en sorte que tout le monde soit candidat et qu'on se mesure. Et je suis convaincu, peut-être tout comme Bakayoko, qu'il n'y aura pas de drame. Voilà, ce pays va avancer après. Mais qu'est-ce qui, justement, peut expliquer cette détermination affichée et assumée par le président Laurent Gbagbo? Pour certains, il veut pousser le président Alassane Ouattara à la faute politique, avec ce rapport de force qu'on installe avec cette candidature. Vous savez, on est allé aux élections en 2010 et certains ont reproché au président Laurent Gbagbo d'écarter des régions, de ne pas valider les résultats des régions et de ne pas tenir compte de l'expression des urnes dans ces régions et de proclamer les résultats à son profit. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on quitte
dans la dynamique des jeunes et qu'on vient dans la vie politique, je pense qu'avec la mise à l'écart du président Laurent Gbagbo, c'est ce à quoi on risque d'assister. C'est-à-dire c'est l'expression de la volonté d'une partie du peuple ivoirien qu'on va écarter. On va écarter. Donc, je pense que le président Alassane Ouattara, qui dit s'inscrire dans une dynamique de réconciliation, d'ailleurs, c'est ce qu'a préconisé. Moi, je me réfère toujours à la phase 5 du dialogue direct qui a mobilisé toutes les forces vives de la nation. Je pense que dans l'intérêt des Ivoiriens, pour ne pas qu'on assiste encore à des conflits inutiles qui vont occasionner des dégâts humains et matériels, il faudrait qu'on fasse table rase de façon définitive de cette situation-là et qu'on permette à Laurent Gbagbo et à bien d'autres Ivoiriens d'aller tranquillement aux élections et que les Ivoiriens au bout se retrouvent et puis fêtent le vainqueur qui sortira des urnes. Parce que y a un arrière-goût amer qui est encore chez certains Ivoiriens. Je pense qu'il faut faire table rase de tout ça et il faut tenir compte de la situation. Qui fait ce retour vers le passé, messieurs? Qui fait ce retour? Parce qu'on va parler maintenant aussi du discours du président Laurent Gbagbo. Il nous a parlé, il a dit qu'on va savoir qui a gagné en 2010-2011. Il a fait souvent, en tout cas, il a souvent invoqué le passé. Et là encore, c'est une crainte qu'à défaut d'un trio, on revienne face à ce duel. Qui invoque finalement le passé et que pour certains, il y a comme un goût de vengeance ou de revanche avec cette candidature. Manifestement, il y a un goût de vengeance. On a l'impression que le président Laurent Gbagbo, les réminiscences de 2010 sont encore vivaces. Or, la réconciliation dont parle Saint-Claver aurait voulu qu'on fasse l'ellipse de tout ce qui s'est passé en 2010 et qu'on se projette vers l'avenir. Or, vous avez vu que la campagne, en tout cas les éléments du discours et les projets de campagne sont déjà visibles. Puisque c'est de dire qui avait gagné les élections en 2010, cela donne l'impression qu'on est dans une position de vengeance. Vous avez vu que même dans son discours qu'il a tenu à l'Hôtel d'Ivoire, les problématiques qui ont été abordées ont toujours un lien avec ce passé. Il a parlé de dissolution de la CEI, tout le monde sait à quoi ça fait allusion. Il a parlé de magistrats qui étaient frappés de famine. On ne va peut-être pas rentrer dans le fond du discours pour le moment, mais vous avez vu que même les éléments, les projets qui sont contenus dans son discours, quand ils sont émis, il n'y a pas de contenu. Il a parlé, par exemple, moi je fais de l'économie, il a parlé de je vais désendetter la Côte d'Ivoire. Mais le désendettement, je respecte bien ceux qui ont confectionné son projet politique au niveau économique. Je pense au Désiré Dallo et au Koné Katina que je respecte, mais le désendettement, c'est un processus, c'est une construction qui se fait sur des décennies, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais quand il dit je vais être désendetté, ça dit qu'il veut faire 5 ans et désendetter la Côte d'Ivoire en 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fond dans les sujets d'ordre économique qui peuvent intéresser les Ivoiriens. Ce qui compte pour le président Laurent Gbagbo, en tout cas ce que moi j'ai perçu, c'est sa volonté de revenir au pouvoir pour venir remettre les compteurs là où ils étaient en 2010 et ouvrir des horizons qui ne sont pas nécessairement des horizons qui sont intégrateurs pour l'unité nationale. Et je pense qu'on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, sauf le fait qu'il soit resté bloqué dans le passé. La situation qu'il traverse aujourd'hui est liée au fait que justement, on lui reproche des choses concernant la crise de 2010. Et donc, si il a été jusque-là, s'il avait été complètement libéré dans l'esprit de la réconciliation des événements de 2010, donc on avait effacé pour tous les acteurs, je dirais les fautes, ou en tout cas ce qui leur a été reproché, c'est clair qu'il aurait été libéré lui-même de ce passé-là et il serait encore en meilleure posture pour se projeter par rapport à l'avenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers la justice et les autorités politiques, continue de maintenir dans son CV politique pratiquement des événements qui se sont passés en 2010. Donc, il est lui-même obligé forcément de donner une réponse à cette charge qui a été portée contre lui
par, je dirais, le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers les acteurs politiques comme la justice. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand un président dirige dans un contexte où il n'y a pas de force centrifuge, c'est-à-dire dans le contexte de Laurent Gbagbo, il y avait la rébellion. Aujourd'hui, il n'y a plus de force centrifuge. Donc disons que la tonalité, le ton de la politique est donné par le chef de l'État. Je pense que pour mettre fin à ce débat-là, il lui suffit simplement, à travers son parti politique, de voter une loi d'amnistie pour absoudre tous les acteurs, que ce soit Laurent Gbagbo et les autres. Et puis, bon, finalement, on passe à autre chose. Et bien, tant qu'on a ce pouvoir-là, qu'on ne l'utilise pas, mais qu'au contraire, on maintient donc dans, je dirais, la trajectoire politique d'un acteur de premier plan, des événements liés à un passé douloureux qu'on veut tous oublier, c'est comme s'il y avait une volonté au niveau de l'État de Côte d'Ivoire d'instrumentaliser le passé pour, je dirais, à des fins électoralistes. Parce que finalement, comme on l'a dit, aujourd'hui, dans le jeu politique, il y a des grands acteurs qui ont été en rivalité depuis pratiquement 3 décennies dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la logique aurait voulu qu'ils organisent le transfert, donc, je dirais, de leur succession, le transfert de leur pouvoir à leur lieutenant pour se retirer, et je dirais, en douceur du jeu politique. Mais on se rend compte qu'en 2025, il y a une réminiscence des propos, il y a encore un retour, je dirais, aux rancœurs de 2010. On a l'impression que il n'y a pas de rancœur, c'est artificiel. C'est la même histoire. C'est des rancœurs artificiellement entretenus. Il n'y a pas de rancœur. Et on a l'impression, en fait, que c'est un fonds de commerce politique. Attendez, Bakayoko dit qu'il n'y a pas de rancœur. Vous pensez que... Il n'y a pas de rancœur. Vous pensez que l'un comme l'autre, ces deux protagonistes, vous pensez sincèrement que le président Alassane Ouattara, l'ancien président Laurent Gbagbo, sont sortis indemnes de ce qui s'est passé, au même titre que les Ivoiriens? Vous dites qu'il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancœur. Moi, je pense que c'est des choses qui sont, c'est des situations qui sont instrumentalisées pour montrer qu'il y a une crise qui mine la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent aujourd'hui, à mon avis, en tout cas pour ce que moi je vois, pour ce que moi je vois, les Ivoiriens sont bien intégrés, ils vivent... mais vous voyez que la question de la réconciliation est devenue un fonds de commerce. Quand le président Laurent Gbagbo n'était pas là, on avait dit que c'est le maillon, le chaînon manquant du processus de réconciliation. Il est arrivé, on a dit qu'il y a des militaires qui étaient détenus et que les prisonniers, ce qu'on appelle les prisonniers politiques, il fallait les élargir, que c'était le chaînon manquant au projet de réconciliation. Cela a été fait. Donc vous voyez que c'est devenu une sorte de serpent de mer, une hydre qui n'a pas de tête et qui continue, mais en réalité c'est un fonds de commerce qu'on instrumentalise pour des desseins absolument politiques. Non, sur le plan politique, moi peut-être je suis d'accord en partie quand même avec Bakayoko pour dire qu'on instrumentalise certainement la question de la réconciliation. Cependant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rancœur, parce que ce sont des hommes, ce sont des êtres humains avant et après tout. Laurent Gbagbo, vous connaissez son histoire, c'est 1964, 1971, prison, 92, prison, ensuite 2010, prison. Alors, moi je veux dire que pour un homme, à un moment donné, c'est vrai qu'il a des ressentiments. Il y a des séquelles? Il a des séquelles. Et aussi bien pour le président Alassane Ouattara, qui a vu la tombe de sa mère profanée, il y a forcément des séquelles. Mais aujourd'hui, ce que beaucoup d'Ivoiriens attendent, c'est qu'on arrive à passer, c'est qu'on arrive à tourner la page. Et ce que le Bangali disait, c'est bon, il serait bon que le président prenne une loi d'amnistie. Dans mon fort intérieur, et je partage cela avec Bakayoko, dans mon fort intérieur, une loi d'amnistie ne changera rien. C'est-à-dire qu'une loi d'amnistie, Laurent Gbagbo retrouve tous ses droits, il est candidat, il ne gagnera même pas les élections. Parce que la preuve, c'est que pour venir, avant qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde pensait que quand Laurent Gbagbo viendrait, il aurait des choses. Parce que la question de son éligibilité n'est même pas la seule question. Il y a la question même de l'union de toute la gauche, de toute l'opposition ivoirienne. Il y a la question même de son alliance avec le PDCI qui n'est même pas encore réglée. Alors justement, allons-y directement. Mais parce que ces défis-là, comprenez, et les dernières élections ont été vraiment, je veux dire, le symbole de ce que il y a un certain nombre de discours qui ne marchent plus. Donc le président Laurent Gbagbo, de façon sereine, peut donner l'amnistie et puis on peut passer à autre chose. Franck Etienne, restons sur l'Alliance, on n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet. Dans ses propos, pour certains, ils ont vu des pics, c'est de bonne guerre, adressés à la majorité, mais aussi aux candidats, l'hypothétique candidat du PDCI, Tidiane Thiam. On a vu, il est sorti avec son ancien allié du COJEP.
dans le jeu des alliances, avec qui le PPACI peut s'entendre pour partir à la conquête du pouvoir, au vu de la situation? Mais le PPACI peut s'entendre avec tous les autres partis de l'opposition. Il peut avoir une coalition. C'est-à-dire, c'est des discussions qu'il faut engager. Quand on parle d'alliance de la gauche, c'est des discussions. On ne parle pas parce qu'on est de la gauche et on ne va pas tout de suite unis. C'est des discussions qu'on engage parce que chaque parti est créé pour conquérir le pouvoir. Donc, quand on va en discussion, c'est de savoir qui on positionne et qui va conduire la barque. Et je pense que dans cette dynamique, tout le monde s'y inscrit, y compris le PPACI. Donc, je pense que quand le président Laurent Gbagbo tient un discours, il tient un discours à son profit, il tient un discours au profit de son parti, il se positionne. C'est vrai que quelque part, cela peut embarrasser les uns et les autres parce qu'il dit pour être président de la République ou bien pour bien gérer, il ne faut forcément pas être économiste, il ne faut forcément pas être banquier. Il le dit parce que tout le monde sait ici la façon de Laurent Gbagbo de dire les choses avec sincérité. Ça a embarrassé nous tous. Moi-même, j'ai été embarrassé parce que je me dis, comment est-ce qu'il peut tenir ce discours vis-à-vis de son allié? Parce que moi, j'ai vu tout de suite qu'il a ciblé Tidjane Thiam, qui, depuis qu'il est venu sur la scène politique, ne l'a pas heurté, ni n'a heurté le PPACI. Mais énormément. Voilà, c'est une interprétation. Oui, mais bon, c'est qui est juste, selon vous? Tout comme. Je pense qu'il y a eu des réactions dans le il y a eu des réactions, et il y a eu des tentatives on relevait le fait que Tidjane Thiam avait déjà dit qu'il était ingénieur, qu'il n'était ni économiste ni banquier, donc il ne s'agissait pas de leur champion. Donc je pense que de ce point de vue-là, la polémique a été très vite levée. Et je pense qu'on est dans un jeu politique où, par le passé récent, quand il y a 3 acteurs dans le jeu, la victoire se décide dans un rapport de force de 2 contre 1. C'est ce qu'on a observé notamment en 2010, donc la dernière présidentielle où il y a eu les 3 grands partis dans le jeu politique. Donc, que ce soit le RHDP, que ce soit le PPACI, ils sont aujourd'hui dans une dynamique où ils sont obligés de ratisser l'âge. La stratégie du RHDP a consisté à débusquer des hommes forts du parti que tout le monde combatte, le PDCI. Alors, quelle est la stratégie du PPACI? Je pense qu'aujourd'hui, la question reste posée parce que la difficulté aujourd'hui où se trouve le PPACI, c'est qu'ils ne peuvent pas commencer à construire une alliance quand eux-mêmes, ils ne sont même pas sûrs d'avoir un candidat. Donc, la logique, en tout cas, je dirais, la logique voudrait qu'ils commencent déjà à avoir un candidat même, finalement, qui soit en mesure de se présenter, donc qu'il puisse régler tout ce qui concerne les conditions de sa candidature, et puis après, ils pourront éventuellement penser à construire une alliance. Moi, je voudrais juste, à sa suite, dire que le PPACI, aujourd'hui, se tire plusieurs balles dans les pieds. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le PPACI cesse de faire preuve de condescendance vis-à-vis des autres acteurs politiques. Parce que quand moi j'écoute le PPACI et son chef, ils se prennent toujours comme la clé de voûte on va dire même de la vie politique et par rétrécissement de l'opposition. C'est-à-dire que les choses doivent se faire autour d'eux. Et même, ils n'ont pas été rattrapés par un brin d'humilité après les élections locales qui ont présenté le poids de chacun. Donc, il faut que le PPACI cherche à unir la gauche et à tisser des relations avec les autres partis dans une sorte d'alliance politique. Sinon, si le PPACI continue de croire que c'est lui qui est la clé de voûte de l'opposition aujourd'hui, ça va être difficile. Vous avez vu qu'avec Tidjane Thiam, manifestement, la pique était adressée à Tidjane Thiam pour dire qu'on n'a pas besoin de banquiers, qu'on a besoin d'hommes politiques. Et ça, ce n'est pas fait pour arranger. Or, nous pensons que le régime du RHDP a besoin d'une opposition forte pour pouvoir se légitimer davantage. Ça sera le mot de la fin, monsieur. On change de sujet. Visite du président sénégalais à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec Diomaye Faye ce mardi 7 mai. Les précisions de Davis Oyo. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.
Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.